Voilà, donc c'est un petit peu un espèce de pot pourri autour des questions sur les chocs météo, l'adaptation et les impacts que ces chocs météo et leur adaptation peuvent avoir sur les changements d'usage du sol et en particulier sur la déforestation. Donc ici, comme je disais, puisqu'on s'intéresse au thème de la déforestation, on va plutôt être dans un thème de pays en voie de développement, plutôt sous un angle forêt tropicale. Euh, je vais commencer par, je vais commencer par juste quelques idées un petit peu générales. La première, là, je prends l'exemple de l'Afrique et notamment de l'Afrique subsaharienne, mais c'est un constat qu'on pourrait faire dans beaucoup d'autres régions et en particulier des régions tropicales. C'est celui d'une très forte variabilité de la météo dans un bon nombre de pays en voie de développement. Donc, variabilité météo à la fois temporelle, où des fois on peut avoir des changements dans les régimes de précipitation à des échelles très faibles, et puis à la fois géographiques, pardon, et puis aussi temporelle, à la fois entre les saisons et au sein même des saisons. Euh, euh, en plus de cette question de la très grande variabilité, il y a celle de l'existence d'événements météo extrêmes. Donc, je vais surtout parler des sécheresses aujourd'hui, mais aussi on peut s'intéresser à la question des tempêtes ou bien des inondations, donc des excès de pluie. Ces événements extrêmes vont avoir des effets sur l'agriculture. Donc aujourd'hui, on va aussi beaucoup parler des interactions entre agriculture et forêt, puisqu'on s'intéresse au changement d'usage du sol. Donc derrière ces effets, il y a le fait de décaler la saison, les saisons humides dans les pays et dans les régions qui sont concernées, le fait de réduire aussi potentiellement la durée de cette saison humide, et puis le fait d'avoir des distributions euh, plus, plus, plus élargies des précipitations au sein même de cette saison des pluies. Pourquoi c'est un enjeu important? C'est un enjeu important en particulier, pas uniquement pour ça, mais en particulier parce que une grande partie de l'agriculture dans les pays en voie de développement, mais surtout en Afrique subsaharienne, n'est pas irriguée, donc les apports en eau se font à travers les pluies. Donc, naturellement, le fait d'avoir une moindre prévisibilité et puis d'avoir une plus grande variabilité de ces précipitations est un enjeu important, et également avec l'existence d'autres événements extrêmes que j'ai déjà évoqués. Je viens d'évoquer le cas de l'agriculture, donc du coup, ces événements extrêmes ont des impacts importants sur l'agriculture, à la fois sur les rendements agricoles, avec ça peut aller jusqu'à la destruction de certaines cultures, voire de certaines infrastructures, quand on parle des tempêtes par exemple. Ça peut avoir aussi des effets sur le bétail, avec une mortalité accrue, avec une moindre productivité et reproduction du bétail, et puis une plus grande vulnérabilité aux maladies. Et puis ces événements peuvent aussi affecter un certain nombre d'autres services écosystémiques qui peuvent avoir des effets sur les populations rurales qui nous intéressent, en lien avec l'érosion des sols, en lien avec une perte d'humidité des terres, et puis aussi en lien avec un certain nombre de maladies ou d'espèces invasives. Face à ces chocs, les ménages s'adaptent. Dans la littérature en économie, on distingue généralement deux types de mécanismes d'adaptation. Donc, ce qu'on appelle les stratégies d'adaptation d'un côté, et puis les coping practices. On n'a pas vraiment de traduction en français de l'autre. Donc, quand je vais parler de stratégie d'adaptation ici, alors je vais souvent, en français, on a souvent tendance à confondre un petit peu les deux, donc c'est-à-dire à parler d'adaptation au sens large, et puis à distinguer ensuite adaptation et coping. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les stratégies d'adaptation ici, euh, on considère qu'elles sont menées en anticipation de la survenance des chocs. Donc je sais que je suis dans un contexte risqué, avec de potentiels chocs météo qui peuvent survenir et qui peuvent m'affecter. Premier type de stratégie, c'est d'anticiper en avance et de faire des choix avant l'occurrence de ces chocs pour essayer de réduire leur impact. Ça, c'est la première type de stratégie. Puis il y a un deuxième type de stratégie qui est plus dans une stratégie un petit peu de court terme et de réaction au choc. Ça va être des pratiques que je vais mettre en œuvre une fois que le choc sera survenu et une fois que je l'aurai observé. Donc la littérature généralement prend en compte ces deux types d'adaptation. Donc celle d'anticipation qu'on pourrait qualifier d'adaptation plutôt de long terme, et puis les pratiques de coping qui sont plutôt des adaptations de court terme suite au choc. L'objectif de ces stratégies, ils peuvent être variés.
mais bon, naturellement, ils sont tous en lien avec la volonté de maintenir un certain niveau de bien-être pour les ménages. Donc, ça peut être l'objectif de maintenir la production, de maintenir des moyens de subsistance et surtout de traverser la crise que ces ménages subissent. Euh, Ces pratiques, on va développer un petit peu, mais ces pratiques, elles peuvent être temporaires, elles peuvent être aussi permanentes. On va voir qu'elles peuvent avoir lieu au sein du secteur agricole, donc au sein des activités agricoles, mais aussi en dehors, donc ce qu'on appelle du off-farm. Donc ça peut être en lien par exemple avec les migrations ou à d'autres secteurs d'activité. Et puis surtout, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, ces pratiques, elles sont susceptibles d'avoir des effets de rétroaction environnementale. Nous, ce qui va nous intéresser ici aujourd'hui en termes de rétroaction, c'est les rétroactions sur l'usage du sol et sur la déforestation. Un petit exemple de ce type de rétroaction, c'est un papier très récent qui est sorti, si je me souviens bien, dans Nature en début d'année, qui montre que la déforestation peut avoir un effet de rétroaction derrière sur le climat local. Avec, dans les zones où on a davantage de déforestation, ça va avoir une influence sur le régime des pluies. Et donc, une des questions derrière qu'on va se poser ici, c'est est-ce qu'il y a entre les chocs météo, l'adaptation et les changements d'usage du sol, est-ce qu'il y a d'une certaine manière des cercles vicieux qui sont créés, ou est-ce qu'au contraire, l'adaptation aux chocs météo et aux risques météo et climatiques peut avoir tendance à améliorer la situation climatique. Donc on va un petit peu s'intéresser à ça. Disons que c'est un petit peu ça une des questions finales. Donc l'objectif de ce projet, c'est d'essayer de réfléchir autour de ces questions-là, des événements climatiques extrêmes, des événements météo extrêmes, de l'adaptation des ménages agricoles dans les pays en voie de développement à ces événements extrêmes, et puis des implications de cette adaptation sur le changement d'usage du sol. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de réfléchir un petit peu aux sources d'hétérogénéité de ces mécanismes. Donc, dit autrement, comment les contextes socio-économiques, les contextes géographiques, les contextes économiques de marché aussi, peuvent impacter ces liens. Donc, comme je disais, ce que je présente aujourd'hui, c'est une combinaison de différents travaux, de différents articles. Il y a une expé avec Marielle, Serge et Jean-Marc Roussel qu'on a mené autour de ces questions-là. Il y a des vieux travaux qui sont issus de ma thèse. Il y a une revue de littérature avec Antoine Leblois et Julia Girard qui est en thèse avec Antoine à Montpellier. Il y a un travail de Jessica Meyer, donc une de mes doctorantes qui travaille sur les questions de forêt et de nutrition. Et puis, je vais surtout finir une grosse partie de la deuxième partie de mon intervention va tourner autour des travaux de Giulia Vaglietti, qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle doit, j'imagine qu'elle dort encore parce qu'elle est à Vancouver pour quelques mois en visite. Alors, ma présentation, elle va s'orienter en deux parties. Et ces deux parties, elles sont liées à deux littératures qui coexistent et qui se parlent pas vraiment, en lien justement avec ces questions d'adaptation, de choc météo, de déforestation. Premièrement, on va avoir toute une littérature qui va porter sur l'adaptation des ménages agricoles au choc météo. On va avoir cette première littérature dans laquelle les auteurs vont s'intéresser au choc météo et puis comment les ménages ruraux s'adaptent à ces chocs météo en fonction de certains contextes socio-économiques. Donc ça, c'est premier champ de littérature qui s'intéresse à l'adaptation, mais qui ne s'intéresse pas vraiment au changement d'usage du sol et à la déforestation. Une autre partie, un autre champ de la littérature, lui s'intéresse plus directement à la question de l'impact des chocs météo, notamment des sécheresses, sur la déforestation, mais sans forcément passer par ce canal de transmission des stratégies d'adaptation. Donc là, il y a un espèce de gap dans la littérature, entre d'un côté la littérature qui analyse l'adaptation et puis de l'autre la littérature qui analyse l'impact des chocs météo sur la déforestation. Donc finalement ici, on nous dit souvent que cette deuxième partie, il y a finalement pas beaucoup d'économie, c'est plus du data science si on veut, dans le sens où on essaie de lier des chocs à la déforestation, mais il nous manque la pierre manquante au milieu de savoir quels sont les mécanismes socio-économiques et les mécanismes d'adaptation qui permettent de lier les chocs à la déforestation. Donc c'est aussi pour ça que dans ce projet, je vais essayer dans cette présentation, je vais la faire d'abord en deux parties. Je vais la faire la première où je vais vous présenter quelques éléments de réflexion autour de ces questions-là de choc météo et de stratégie d'adaptation. Et puis une deuxième partie où je vous présenterai quelques travaux qui porteront sur ces liens qui existent entre sécheresse et déforestation. Donc la première partie, autour de la réponse des agriculteurs et des ménages agricoles
aux questions des chocs météo, que ce soit sécheresse, inondation ou autre. Alors, je parle souvent de ménages agricoles plutôt qu'agriculteurs ici. Pourquoi? Parce qu'on est souvent dans des contextes d'accès imparfait ou en tout cas limité aux différents marchés. Donc, que ce soit les marchés des biens agricoles qui sont vendus, par le biais, par exemple, de coûts de transport qui sont importants, difficulté d'accès au marché d'assurance ou au marché du crédit. Donc, dans un contexte de risque, naturellement, c'est un élément aussi qui est potentiellement important. Et un résultat un petit peu standard en économie, c'est que si vous vous souvenez, pour ceux qui ont fait une fac d'éco, les premiers cours en micro, ce qu'on dit, c'est qu'il y a de la séparabilité. En gros, les agents économiques sont un peu schizophrènes. On peut traiter complètement séparément les choix de production des choix de consommation. Mais ça, c'est ce qui se passe quand on a accès au marché et quand on est dans une situation hypothétique de marché complet, de marché parfait. Le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un contexte où les imperfections de marché sont grandes et les difficultés d'accès au marché sont grandes. Et donc, il y a un résultat des années 80 qui est le théorème de la non-séparabilité. C'est plutôt de l'économie du développement ici. Et ici, ce que ça nous dit, c'est que d'une certaine manière, les ménages qui ont un accès imparfait au marché ou quand on est dans une situation où les marchés fonctionnent difficilement, et ben on a de la non-séparabilité. C'est-à-dire que on peut pas traiter séparément les choix de production des choix de consommation. Donc, le fait qu'on ait de la non-séparabilité, c'est ça qui fait que je vais parler de ménage agricole, dans laquelle souvent, ce qui va nous intéresser, c'est que les décisions de production et les décisions de consommation sont liées, elles sont connectées. Donc, c'est un élément important à avoir en tête qui décrit un petit peu le contexte général qui nous intéresse ici. Donc, parmi toutes ces réponses potentielles au choc météo, je vais distinguer ici le risk management, ce que j'appelais tout à l'heure l'adaptation. Donc ça, c'est plutôt les adaptations de long terme en anticipation des chocs, des stratégies de coping, donc qui elles sont plutôt des stratégies de court terme en réaction au choc. Je vais distinguer aussi quelques pratiques qui ont lieu plutôt des activités qu'on pourrait considérer comme activités agricoles et puis des activités en dehors de l'activité agricole. Donc premièrement, les adaptations de long terme de gestion du risque qu'on pourrait avoir en tête dans le contexte que j'ai décrit. Le premier, c'est celui de la diversification agricole. En gros, c'est de choisir tout un ensemble de cultures, donc de diversifier les produits qui vont être cultivés afin de limiter le risque global. Donc, par exemple, ça peut être de combiner des espèces qui ont assez peu besoin d'eau avec des espèces qui en ont besoin davantage. Et donc, c'est d'une certaine manière de la diversification de portefeuille ici, où on va essayer de combiner différents types de cultures afin de diminuer le risque global. Deuxième stratégie, c'est de choisir justement des cultures qui sont assez résilientes, notamment aux sécheresses. On voit que ça, c'est les stratégies qu'on peut voir aussi ici. Hein. Je crois que c'est du sorgho maintenant qui commence à être planté dans les Vosges. Je sais pas si toi qui es vosgien, je sais pas si tu as déjà entendu ça. Mais ça fait partie des stratégies d'adaptation qui sont menées ici, même ici aussi dans les contextes d'agriculture de pays industrialisés. L'agroforesterie peut aussi, donc là aussi on revient un petit peu de manière détournée sur cette question forestière, l'agroforesterie peut être un moyen de gérer le risque sur le long terme. Pourquoi? Parce que la présence des arbres dans les cultures, ça a tout un ensemble de co-bénéfices pour l'agriculture. Quand on a des arbres, on a de l'ombre, on a les racines qui permettent de maintenir de l'eau dans les sols, etc. Donc les collègues qui sont plus forestiers que moi le savent sans doute mieux que moi. Tout ça pour dire que ça fait partie des stratégies d'adaptation qui peuvent être mises en œuvre. En dehors des secteurs agricoles, il peut y avoir des activités qui peuvent être menées, qui peuvent être menées en dehors des activités agricoles. Donc, clairement, ici, on parle de diversification des sources de revenus. Donc, ça peut être travailler dans d'autres secteurs d'activité. Donc, si on a des coûts de transport qui sont pas trop élevés, on peut aller travailler dans la ville voisine, par exemple dans le secteur des services ou dans les secteurs de production industrielle s'il y en a. La migration, ça peut être aussi un recours. Donc finalement, c'est si les ménages agricoles considèrent qu'ils vivent dans une zone où le risque météo devient trop important et où la subsistance devient menacée, la migration peut être une option en dernier recours. Le fait de recevoir des prêts de la famille qui a elle-même migré aussi, ça peut être une option. Sur les stratégies plutôt de court terme, les stratégies de réaction au choc,
Ici, celle que je vais vous donner sur la partie agricole, c'est celle de la vente du bétail. Donc très souvent, dans les contextes qui nous intéressent, le fait de posséder du bétail, c'est une forme de capital qui est possédé par les ménages. Et une option, ça peut être quand on a des rendements agricoles qui subissent un choc négatif à cause de la météo. Une option potentielle, c'est de vendre une partie du bétail pour pouvoir continuer à avoir un niveau de revenu, un niveau de consommation suffisamment important. Donc ça, par exemple, il y a un autre doctorant que j'ai pas cité, Édouard Pignette, qui lui a travaillé sur une sécheresse en Éthiopie en 2015 et qui regarde l'impact de cette sécheresse sur les inégalités dans le secteur agricole. Et ce qu'il montre dans son premier article, c'est qu'en fait, ce sont les ménages vraiment les plus pauvres qui ont été négativement impactés par la sécheresse. Et tous les ménages qu'on peut qualifier de classe moyenne, disons, dans sa distribution, eux n'ont pas subi ce choc de manière négative en termes de revenus. Pourquoi? Parce que justement, ils possédaient auparavant du bétail qu'ils ont été capables de vendre et donc de réduire, finalement, de compenser l'impact négatif du choc sur leur activité agricole. Donc ça aussi, on voit ici que le contexte socio-économique est important entre les ménages qui possèdent du bétail et ceux qui n'en possèdent pas, et ça peut être le cas pour d'autres types d'actifs et d'autres types de possessions naturellement. En dehors des secteurs agricoles, il y a aussi des stratégies de réaction de court terme. Donc là aussi, il y a de la migration qui peut être potentielle. Ça peut être le fait d'obtenir des prêts de la part, par exemple, quand on a de la famille qui est suffisamment loin et qui n'est pas subie par les chocs, il peut y avoir des transferts qui peuvent être menés intrafamilial ou au sein du réseau social, en tout cas, des ménages. Et puis, il y a une dernière activité sur laquelle je vais passer un petit peu plus de temps, c'est celle de l'extraction de produits forestiers. Donc la collecte de ces produits, assez souvent dans la littérature, on a montré que c'était considéré comme une action un petit peu en dernier ressort pour un certain nombre de ménages agricoles, pour justement lisser leur consommation quand ils subissent un choc de revenus négatif, en particulier sur leur activité agricole. Donc là, je vais faire un petit focus sur cette activité-là, parce que naturellement, on touche davantage la question forestière, et puis on commence à toucher la question de la déforestation. Un élément important, premièrement, c'est que quand on s'intéresse au choc météo, au sein du niveau d'un village, par exemple, on peut plutôt parler de risque commun, c'est-à-dire que tous les ménages agricoles de cette zone subissent le même risque. Et donc, naturellement, ça limite assez fortement les possibilités de crédit ou d'assurance à l'intérieur de cette communauté. Donc, c'est un premier élément, c'est que le recours à ce type d'instrument devient plus difficile. Dans ce contexte-là, la littérature est assez vaste, avec beaucoup d'études de cas notamment, qui montrent que très souvent l'extraction de produits forestiers ou la collecte de produits forestiers, en particulier les produits forestiers non ligneux, donc tous les produits forestiers hors bois, sont souvent collectés justement en réponse à des chocs de revenus agricoles négatifs. Pourquoi cette activité est souvent considérée comme un bon filet de sécurité pour ces ménages? Premier constat, c'est qu'il existe une grande variété de produits forestiers non ligneux qui peuvent être extraits des forêts, en particulier dans les régions tropicales. Donc naturellement, plus la variété de ces produits est grande, plus, quelle que soit la situation en termes de la situation météo, on va dire, on peut imaginer que les ménages peuvent toujours trouver un certain nombre de produits à extraire. Donc quand je parle ici de produits forestiers non ligneux, ça peut faire référence aux produits de la chasse, ça peut faire référence à de la cueillette de fruits, ça peut être des racines, ça peut être des champignons, ça peut être des plantes médicinales. Donc il y a tout un ensemble de produits qui peuvent être collectés de cette manière. Cette grande variété, elle est d'autant plus intéressante que il a été montré il y a un moment maintenant, c'est un vieil article, que un grand nombre de ces produits ont une faible corrélation avec la productivité agricole. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a des mauvais rendements agricoles qu'on va pas être capable de trouver un grand nombre de produits dans les forêts. Donc ça en fait un instrument intéressant puisque quand on s'intéresse en économie à de la gestion du risque, ce qu'on va chercher, c'est des activités qui sont dont les rendements sont peu corrélés les unes avec les autres. C'est-à-dire que si on considère que l'agriculture, c'est l'activité risquée, je vais chercher une activité dont le rendement, dont le revenu que je vais pouvoir en tirer est peu corrélé et peu lié avec ce rendement agricole. Donc ça, c'est une grande caractéristique de cette activité-là qui en fait un bon filet de sécurité.
Il y a 2 autres caractéristiques qui sont importantes et qui sont liées notamment à ces questions d'inégalité entre les ménages et notamment sur les ménages les plus vulnérables. C'est que ce sont des activités qui nécessitent d'assez faibles requis en termes de capital et en termes de connaissances. Donc en gros, c'est des activités qui sont accessibles, y compris aux ménages qui sont les plus démunis, qui n'ont pas forcément de capacité d'investir dans des nouvelles activités ou qui n'ont pas forcément des niveaux d'éducation très élevés. Donc c'est une activité qui est accessible à tous. Ce que montre aussi la littérature, c'est que c'est une activité qui a des retours, qui a des niveaux de productivité, si vous voulez, qui sont relativement faibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que c'est une activité sur laquelle il est difficile pour les ménages de se spécialiser, parce que c'est pas une activité qui leur permettrait d'obtenir des niveaux de revenus suffisants. Mais en revanche, en activité de complément pour compenser des rendements agricoles mauvais et pour lisser sa consommation, ça rend cette activité intéressante. Alors, quelles sont les implications du recours de cette activité en tant que filet de sécurité pour les ménages agricoles sur la déforestation? C'est un petit peu quelques travaux que j'ai menés à la fois pendant ma thèse et puis on a fait une expé là-dessus avec Marie-Helle Serge et Jean-Marc Roussel il y a quelques années. Pourquoi on a fait une expé? Justement, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les données qui lient les deux qui lient comportement des ménages, adaptation et déforestation, il n'y a pas vraiment de données qui permettent de faire ça. Donc on s'est dit on va faire une expé. Bon, c'était pas forcément, c'était avec des étudiants, donc on n'était pas dans le bon contexte, etc. Mais néanmoins, c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on raconte dans ces différents travaux? C'est que le risque agricole, on peut imaginer que ce risque a un impact sur la déforestation. Il y a 2 types d'impacts qu'on met en lumière et qu'on a démontré de manière partielle au travers de cette expé. Premièrement, c'est que si je suis dans un contexte risqué sur mon activité agricole, je vais avoir intérêt à conserver davantage de forêts parce que, étant donné que c'est mon activité entre guillemets de filet de sécurité et que je sais que je risque de subir des chocs météo négatifs sur mes revenus agricoles, je vais garder davantage de forêts parce que ça va me permettre de plus recourir à cette activité-là. Donc c'est le premier effet, c'est plutôt l'effet celui-là, adaptation de long terme. Je suis dans un contexte risqué, je vais garder davantage de mon actif non risqué, comme on pourrait dire en économie, c'est-à-dire ici les forêts. Après, il y a aussi un deuxième effet, c'est plus sur l'effet intensité et plus sur l'effet réaction de court terme. C'est-à-dire que si je suis dans une situation risquée où j'ai des chocs météo qui sont importants et fréquents, je vais plus souvent recourir à mon activité d'extraction, de collecte de produits forestiers. Et ça, qu'est-ce que ça risque de faire? Ça risque de faire un espèce de mécanisme de tragédie des communs où si trop de travail est alloué à cette activité-là, ça peut mener à de la dégradation forestière à court terme. Donc finalement, on a un petit peu 2 effets qui jouent en sens inverse quand on s'intéresse à l'impact de cette activité sur les forêts. Sur le long terme et sur les comportements d'adaptation, on va plutôt avoir tendance à dire le risque agricole, ça va pousser les ménages agricoles à conserver davantage de forêts, parce que ça leur permet de recourir à une activité de filet de sécurité. Mais quand le risque survient, on a un risque accru de dégradation forestière. Et donc c'est un petit peu ça qu'on a essayé de montrer dans l'expé que je vous parlais par la suite. Et c'est un petit peu ces travaux-là qui ont initié plus généralement ce projet de recherche. Pour illustrer l'importance de cette activité en tant que filet de sécurité, là, ce que je vais vous présenter, c'est un travail de Jessica Meyer, qui, elle, regarde pour le Malawi l'impact des sécheresses sur la nutrition des ménages agricoles. Donc, petite parenthèse ici, j'ai parlé plusieurs fois de sécheresse sans vraiment définir qu'est-ce que j'entendais plus précisément par sécheresse. Il y a différents indicateurs de sécheresse qu'on peut prendre en compte. Par exemple, il y a le degré d'humidité des sols, il y a tout un ensemble d'autres facteurs. Moi, quand je parle de sécheresse, généralement ici, je parle du SPI, c'est le Standard Precipitation Index. Et en gros, ce que c'est que c'est un écart à la moyenne. Donc, par exemple, quand on a un SPI de -1, ça veut dire que la précipitation à un moment, disons dans la période de temps qui nous intéresse, elle est de un écart type en dessous de la moyenne. Donc généralement, notre indicateur de sécheresse, ça va être, si je parle de sécheresse, ça veut dire que les précipitations, par exemple l'année qui m'intéresse ou la saison qui m'intéresse, vont être inférieures à un écart type par rapport à la moyenne. Bon, ça peut être 1,5, ça peut être 2, etc. si on s'intéresse à l'intensité. Je ferme la parenthèse. Donc ce qu'elle a regardé dans son premier papier, donc c'est l'impact des sécheresses
elle fait aussi les sécheresses, mais elle fait aussi les chocs de précipitations positives, donc pas vraiment les inondations, mais est-ce que s'il y a plus de précipitations que d'habitude. Donc ce qu'elle montre premièrement, c'est l'impact négatif de ces sécheresses sur la nutrition des ménages. Elle a plusieurs indicateurs de nutrition des ménages, mais celui sur lequel elle s'intéresse le plus, c'est la diversité du régime alimentaire des ménages agricoles au Malawi. Donc elle montre bien qu'il y a cet effet négatif. Seulement, ce qu'elle montre, c'est que cet effet négatif, il est tempéré, il est moins important pour les ménages qui vivent à proximité de forêts. Donc pour les ménages qui sont dans des zones où le couvert forestier il est plus important. Donc ce qui souligne un petit peu cet effet tempérant des forêts. Ce qu'elle montre aussi, c'est que cet effet-là, quand elle sépare son échantillon, par exemple, entre les ménages qui possèdent du bétail et ceux qui n'en possèdent pas, elle montre que la présence des forêts, il a cet effet de tempérance uniquement pour les ménages qui n'ont pas de bétail. Pour les ménages qui ont du bétail, ça n'a pas d'impact particulier. Donc ça sous-entend que ça souligne bien cet effet que l'activité forestière, elle est plutôt limitée aux ménages qui n'ont pas d'autres options. Pareil pour les ménages qui ont peu d'actifs, qui ont peu de possessions de biens durables. Bah, ce qu'elle montre, c'est que cet effet de tempérance des forêts sur leur alimentation, il est limité aux ménages qui ont un faible nombre de biens durables et d'actifs économiques. Donc là encore, donc c'est un papier qui sera, j'espère, bientôt publié. Il est en bonne voie, mais en tout cas, voilà, c'est qui souligne bien cet effet que peut avoir la présence des forêts sur la nutrition des ménages quand survient un choc météo. Pour conclure cette première partie, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que ces stratégies de réponse au choc météo et donc potentiellement leur effet sur la déforestation dépendent très fortement du contexte socio-économique. Elles dépendent de l'accès au marché, en particulier les marchés de l'assurance et les marchés du crédit, mais elles dépendent aussi, comme on l'a montré, à l'accès ou non à des ressources naturelles pour les ménages agricoles. Un élément dont j'ai pas parlé, c'est que ça dépend aussi du conflit géopolitique. Du contexte géopolitique? Est-ce qu'il y a des conflits, par exemple, dans la zone qui nous intéresse ou pas, qui est susceptible naturellement de contraindre ou de limiter le recours à certaines stratégies. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que ça va dépendre généralement des caractéristiques des ménages, leur comportement vis-à-vis du risque, mais aussi le niveau d'actifs dont ils disposent, et puis plus généralement toutes les options qui peuvent exister en dehors du secteur agricole. Je n'ai pas du tout idée du timing, mais dans la deuxième partie de cette présentation, je vais m'intéresser ici plutôt à cette deuxième partie de la littérature finalement. Donc nous, ce qu'on a vu dans la première partie, c'est comment les ménages s'adaptent-ils à différents chocs météo. Maintenant, ce qu'on va s'intéresser, c'est qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on peut trouver quand on essaie de lier les sécheresses au changement d'usage du sol et en particulier à la déforestation. La littérature, elle est relativement réduite, mais elle est quand même en forme d'émergence sur ce point. Alors pourquoi? Et pourquoi aussi il y a cette séparation-là entre les deux? C'est-à-dire que pendant très longtemps, on n'avait pas de super données sur la déforestation quand je commençais à être vieux, mais quand j'ai commencé à travailler sur cette question-là, les données de déforestation qu'on utilisait, c'est les données de la FAO, qui étaient des données par pays et qui étaient, généralement, on avait toujours un petit paragraphe qui disait on utilise les données de la FAO, elles sont pourries, mais il n'y a rien d'autre. Pourquoi elles étaient pourries? Parce que disons qu'elles dépendaient très fortement, elles étaient très hétérogènes d'un pays à l'autre, puisque c'était chaque pays qui faisait remonter ces données d'inventaire forestier. Et des fois, les données d'inventaire forestier, c'était des données plutôt à dire d'experts. À l'inverse, il existait quand même quelques enquêtes microéconomiques pour avoir des données par ménage qui permettaient d'avoir un petit peu des idées sur ces questions de stratégie d'adaptation. Et puis depuis quelques années, en particulier avec les données de Hansen, mais il y a eu d'autres bases de données depuis, on a de plus en plus de données sur les changements d'usage du sol et sur la déforestation. Donc, on a cette émergence de cette littérature-là de manière beaucoup plus récente. Et le problème maintenant, c'est d'être capable de connecter les deux, c'est-à-dire c'est capable d'avoir des données de ménages qui soient suffisamment bien géolocalisées, suffisamment précises au niveau géographique pour faire la connexion entre les deux. Et c'est ça aujourd'hui, j'ai l'impression, un espèce de verrou méthodologique, ou en tout cas de verrou dans les données qui reste à lever.
Tout ça pour dire que on a cette littérature-là qui est émergente grâce en particulier à l'accès beaucoup plus facile maintenant à des données satellites sur les changements d'usage du sol et sur la déforestation. Qu'est-ce que montrent donc là quelques articles qui ont été publiés récemment? Ça, c'est 2 articles qui regardent à Madagascar l'impact de chocs météo, notamment des sécheresses sur la déforestation. Ce qui montre, c'est que globalement les chocs secs, donc c'est-à-dire les sécheresses, ont plutôt tendance à augmenter la déforestation à travers l'expansion agricole. Donc les ménages agricoles, en réponse aux chocs météo, ont tendance à augmenter les surfaces cultivées. À l'inverse, ce qui montre, c'est que les chocs humides, donc c'est-à-dire les excès de pluie, n'ont pas l'air corrélés avec les changements d'usage du sol. Et donc, ce qui montre, c'est que dans les années de sécheresse, au niveau global de Madagascar, il y a environ 8% de déforestation en plus les années où il y a des sécheresses par rapport à des années normales. Et cet effet, il est encore plus grand quand on est dans des zones qui sont plus densément peuplées. Un autre papier qui a été publié par Antoine Leblois récemment, qui montre que quand on est dans une situation où le couvert forestier est relativement important, donc où les forêts sont relativement abondantes, une saison des pluies qui est réduite, donc qui est plus courte, a tendance à avoir un impact positif sur la déforestation. Donc là, si on s'intéresse à des questions de changement d'usage du sol, l'intuition que ça donne, c'est que le niveau initial d'usage du sol est important. Si on est dans une zone où les forêts sont abondantes, bah finalement c'est plus facile de les convertir à d'autres usages parce qu'il en reste encore un certain nombre finalement. C'est un petit peu l'idée de décroissance des rendements marginaux, de la préférence marginale, si vous voulez. Je suis prêt à abandonner plus facilement des forêts quand il y en a encore beaucoup. Ce qui va nous intéresser, nous, dans les travaux que je vais vous présenter maintenant, ça va être de chercher un petit peu les sources d'hétérogénéité qui peuvent exister sur cette connexion entre sécheresse et déforestation. Et l'idée derrière ça, c'est d'avoir une idée sur dans quel contexte les ménages ont-ils tendance à mettre en œuvre des pratiques d'adaptation qui sont plutôt intenses en termes d'usage du sol. Donc quand je parle d'adaptation intense en usage du sol, ça va être des pratiques qui vont augmenter la déforestation. Et puis d'autres situations dans lesquelles les pratiques mises en œuvre seront plutôt économes en usage du sol et donc ont plutôt tendance à réduire ou en tout cas à ne pas impacter la déforestation. Ouais. Parmi les sources d'hétérogénéité qui vont nous intéresser ici, c'est la question de la saisonnalité. Parce que depuis tout à l'heure, je parle de sécheresse, mais un élément important et une intuition qu'on a eue dans ce premier chapitre, c'est que le moment de l'année où la sécheresse survient, naturellement, va avoir une importance. Donc là, ici, on s'intéresse au cas de la RDC, au Congo. En termes de données, qu'est-ce qu'on fait? On prend les données d'Hansen, donc on va voir un autre papier après où on utilise d'autres données, mais qui sont souvent les données standards utilisées. Donc, notre proxy de la déforestation, c'est les pertes de couverts forestiers. On a des données de pluviométrie. Comme je disais tout à l'heure, on s'intéresse au SPI. Donc, quand je vais vous dire survenance de sécheresse, ça veut dire que on a des précipitations qui sont, pour la période considérée, inférieures à un écart type par rapport à la moyenne. Et puis, ce qui va nous intéresser aussi, comme je disais, c'est la saisonnalité. Donc là, on utilise les travaux de Sachs pour deux cultures qui sont les deux cultures principales en RDC, qui sont le maïs et puis le manioc. Et donc, ce qu'a fait Julia, c'est que elle a considéré les différentes pour le maïs, par exemple, elle considère 3 fois 2 saisons parce qu'il y a deux cycles de culture du maïs par an en RDC pour la plupart des régions. Donc, elle considère les saisons où on plante, les saisons de plantation, les saisons de croissance et les saisons de culture de récolte, merci, de récolte du maïs. Pour le manioc, il y a les saisons de plantation et puis les saisons de récolte. Comme je te disais, Félix, on va s'intéresser aussi à la différence entre finalement les sécheresses qu'on a, dont l'occurrence s'est passée dans les années passées, et puis les sécheresses qui arrivent cette année. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement pour essayer de relier les questions d'adaptation de court terme et de long terme. C'est-à-dire, quand on regarde les sécheresses courantes, là, on peut penser que les réactions en termes de land use, c'est plus de l'adaptation de court terme, de la réaction au choc. À l'inverse, les expériences de sécheresse,
on peut penser que c'est plutôt de l'adaptation de long terme, c'est-à-dire les 5 années passées, j'ai connu au moins une sécheresse, ben, comment je vais m'adapter aujourd'hui? Donc on prend les expériences de sécheresse un petit peu comme comme une proxy pour des croyances des ménages agricoles, des sécheresses futures. Un petit peu. C'est un peu ça l'interprétation qu'on cherche à avoir. De ces différentes données, on fait des régressions, On va régresser notre indicateur de déforestation sur le fait d'avoir une sécheresse ou pas dans chacune des 1, 2, 3, 6, 7, dans les 8 saisons qui nous intéressent. Et de voir si on a en effet davantage ou moins de déforestation. On met à chaque fois plein d'effets fixes. Donc ça, c'est les effets fixes pixels. Donc tous les résultats que je vais vous donner, naturellement, c'est pas par ménage, c'est par pixel. Donc c'est des zones délimitées des 4 régions que vous voyez délimitées ici. Donc quels sont les résultats? Alors premièrement, si on s'intéresse aux sécheresses courantes, donc sécheresse à l'année-été sur la déforestation à l'année-été. Donc ici, on s'intéresse plutôt, encore une fois, à la réaction au choc qu'à l'anticipation. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que quand ces sécheresses, elles ont lieu pendant la saison de plantation du manioc ou pendant les saisons de récolte du maïs, elles ont plutôt tendance à augmenter la déforestation. À l'inverse, quand elles sont plutôt dans les saisons de plantation ou de croissance du maïs, bah là, elles ont plutôt tendance à réduire la déforestation. Donc ça, c'est un premier élément, c'est que ce qu'on a en tête, c'est que cette saisonnalité, elle a une importance dans l'hétérogénéité des liens qui existent entre les sécheresses et la déforestation. Ce qu'on voit aussi, c'est sur ces sécheresses passées, elles ont tendance, elles, plutôt à avoir un effet négatif sur la déforestation quand elles étaient survenues pendant la saison de croissance du maïs et pendant la saison de récolte du maïs. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est que finalement, surtout sur ce résultat-là, c'est de se dire que les ménages peuvent se dire, les années passées, j'ai connu des sécheresses pendant la saison de croissance du maïs, ça a probablement impacté négativement ces rendements-là du maïs, et donc j'ai moins tendance à en planter aujourd'hui, et donc je vais moins faire de conversion des sols. C'est ça l'intuition, on n'a pas la preuve évidemment, puisqu'on n'a pas les données de ménage, mais c'est ça l'intuition qu'on a. Ce qu'on a cherché ici aussi à voir, c'est de voir si cet effet il était homogène ou pas selon qu'on était dans des zones proches des villes ou loin des villes, puisque là aussi ça va avoir un impact sur les stratégies potentielles, et puis également dans les aires protégées. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les résultats que je vous ai présentés ici sont pas changés. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que quand on est dans des zones proches des villes, les effets que je viens de vous décrire ont plutôt tendance à être exacerbés. C'est-à-dire que si on s'intéresse par exemple ici à croissance du maïs, quand on avait croissance du maïs, on avait plutôt un effet négatif sur la déforestation. Et ben, quand on est plus à proximité des villes, cet effet négatif, il est encore plus important. À l'inverse, si on s'intéresse à par exemple ici, à la récolte du maïs, si on a un effet positif, et ben cet effet-là, il serait encore plus positif à proximité des villes. Donc ce que ça sous-entend, c'est que la proximité des villes, et donc ce qu'on imagine, c'est que c'est la proximité au marché, ça a tendance à exacerber les effets. Si l'effet, la sécheresse, est positif sur la déforestation, ça la rendra encore plus positif. Si c'est négatif, ça la rendra encore plus négative. Donc ça exacerbe. À l'inverse, ce qu'on peut voir sur les aires protégées, c'est que quand on est au sein d'aires protégées, les effets, ils sont tempérés. Donc c'est-à-dire que quand on a un effet positif, un effet négatif sur la déforestation, il sera encore plus négatif. C'est ce qu'on voit, on le voit ici par exemple. Maïs harvesting ici, et puis on l'a pas là, mais on l'a. Non, ici ça marche pas. Oui, si, c'est ça vient tempérer. Donc là, par exemple, il était positif, et ben ça vient le tempérer parce qu'il est négatif quand on est dans des zones d'air protégées. Et ça, bon, c'est relativement intuitif, c'est que si on est dans des zones protégées, le fait qu'on ait moins de déforestation, ça semble un petit peu logique. Seulement, ce qu'on peut voir, c'est que c'est le contraire ici. Quand on est en saison de croissance du maïs, on a plutôt un effet négatif quand on est hors des aires protégées, mais cet effet, il vient positif quand on est dans les aires protégées. Donc ça, c'est un élément qui est un peu troublant, on va dire. C'est que voilà, on a cet effet-là où quand on est au sein d'une aire protégée et qu'on a une sécheresse pendant la saison de croissance du maïs, ça a plutôt tendance à augmenter la déforestation.
Donc voilà, très rapidement, un résumé des résultats de ce premier article, où vraiment ce qu'on a essayé de montrer, c'est ça. On se dit que les liens entre sécheresse et déforestation sont pas homogènes, il y a des sources d'hétérogénéité. Une des sources potentielles, c'est la saisonnalité. Pourquoi est-ce que ça peut avoir des effets hétérogènes? Par exemple, l'allocation du travail du ménage agricole par saison n'est pas toujours le même. On peut imaginer, quand on est dans une saison de plantation ou dans une saison de récolte, on va avoir une allocation du travail qui sera plus intense dans l'activité agricole, et donc on aura moins de temps à allouer à d'autres activités. À l'inverse, quand on est dans la saison de croissance, peut-être qu'on a davantage de temps de travail qu'on peut allouer à d'autres activités, par exemple. Donc ça peut être un des mécanismes qui peuvent expliquer ces effets hétérogènes. Ce que je vous ai présenté juste avant, et les quelques travaux que je vous ai évoqués juste avant, c'était plutôt des études de cas. Il y avait des études de cas à Madagascar, il y avait l'Afrique de l'Ouest, là il y avait la RDC. Ce qu'on va faire dans le travail que je vais vous présenter maintenant, qui est un travail encore en cours, j'espère qu'on pourra soumettre bientôt. Ici, on va s'intéresser encore à ces sources d'hétérogénéité, mais au niveau pantropical. Donc, on va prendre l'ensemble des forêts tropicales dans le monde. Donc, on va prendre 4 grandes régions. On va prendre l'Amérique latine. On va prendre l'Afrique subsaharienne, l'Asie, notamment l'Asie du Sud-Est, et puis l'Océanie. On va s'intéresser à des données de déforestation. Donc là aussi, on est au niveau pixel. On va s'intéresser au niveau de déforestation entre 90 et 2020 en utilisant des données du JRC, qui sont des données un petit peu récentes sur ces questions de changement d'usage du sol et notamment de déforestation. Et puis, on s'intéresse ici aussi à la question de la pluie, notamment des sécheresses, toujours en utilisant ce standard Precipitation Index pendant la saison agricole. Donc ici, on va plus regarder à l'intérieur de la saison agricole, mais on prend l'ensemble de la saison agricole dans les différentes zones qui vont nous intéresser. Et on fait toujours une régression toute simple entre notre indicateur de déforestation, l'occurrence ou pas d'une sécheresse, et puis des effets fixes, pixels, années, etc. Quels sont nos résultats? Premièrement, si on s'intéresse au niveau global, donc si on prend toutes les données dont on dispose, on trouve plutôt un effet positif de l'occurrence de sécheresse sur la déforestation. Donc l'effet global qu'on peut retenir, a priori, c'est assez robuste, c'est celui-ci. Si on distingue par région, c'est maintenu, c'est-à-dire que on trouve toujours un effet positif des sécheresses sur la déforestation, que ce soit pour l'Afrique, les Amériques, l'Asie, l'Océanie. Première source, donc là, a priori, pas d'hétérogénéité, disons, par grand continent. Si on va un petit peu plus loin et qu'on s'intéresse au climat local, donc en gros, ce qu'on regarde ici, c'est que pour chaque continent, on va distinguer les zones qui sont plutôt humides en moyenne, qui sont plutôt intermédiaires ou qui sont plutôt sèches en moyenne. Ce qu'on voit, c'est que cet effet positif, il est concentré dans 3 régions sur 4 dans les zones dans des zones qui sont plutôt sèches. Donc dans des zones où en moyenne, les précipitations sont assez réduites. À l'inverse, en Asie, c'est dans les zones qui sont les plus humides qu'on a cet effet positif des sécheresses sur la déforestation. Donc ce que ça veut dire, ce premier résultat, c'est qu'on peut imaginer que dans la plupart des cas, dans les régions les plus sèches, les stratégies d'adaptation aux sécheresses ont plutôt tendance à être intenses en usage du sol puisqu'elles augmentent la déforestation. À l'inverse, quand on est dans des régions qui sont plutôt humides ou, disons, intermédiaires, là, les stratégies d'adaptation ont tendance à être plutôt économes en usage du sol. En tout cas, elles n'augmentent pas la déforestation. Première source d'hétérogénéité, donc le climat local. Deuxième source d'hétérogénéité, un truc, c'est en gros, est-ce que cet effet, il est stable dans le temps ou pas? Ce qu'on montre là, je vous montre les résultats globaux, mais on a les mêmes résultats par continent. C'est que si on distingue les périodes par période de 5 années, donc c'est écrit petit, mais en gros, en haut, c'est 90-94, et puis en bas, c'est 2015-2020, donc c'est des pintades. Ce qu'on voit, c'est que cet effet positif des sécheresses sur la déforestation, il est plutôt concentré sur les premières périodes, et il se réduit au cours du temps pour devenir même a priori négatif au cours des dernières années. Donc là, c'est pareil, on n'a pas la preuve statistique parce qu'on regarde pas ce que font les ménages en réalité, mais l'intuition que ça donne, c'est que les stratégies d'adaptation
en lien au choc météo et notamment aux sécheresses, peuvent avoir tendance à changer au cours du temps et à être devenus plus économes en usage du sol. Une autre intuition qui va dans ce sens-là, là je vous montre pas le résultat, mais on a regardé ce qui se passait en termes d'usage du sol au moment qui nous intéresse. Et ce qu'on a montré, c'est que cet effet négatif des sécheresses cet effet positif des sécheresses sur la déforestation, il était concentré surtout dans les zones où les forêts sont plus abondantes. C'est-à-dire quand on est dans une zone où les forêts ont déjà été fortement réduites, et ben cet effet-là, il n'existe pas, voire on a un effet négatif. Et ça, peut-être c'est aussi cet effet-là qu'on retrouve, c'est-à-dire que la déforestation dans les années 90 et ce qui s'est passé depuis 20 ans, naturellement, les forêts étant devenues plus rares, ou le couvert forestier étant devenu plus rare au niveau global, bah peut-être que ça manifeste aussi cet effet rareté des forêts qui fait que les stratégies d'adaptation qu'on met en œuvre ont tendance à être de moins en moins intenses en usage du sol. C'est une intuition, hein, encore une fois, on n'a pas la preuve scientifique de ça. Toujours est-il que, voilà, il y a la décroissance de cet effet dans le temps. Troisième résultat, quand on s'intéresse à l'intensité de la sécheresse. Donc en gros, est-ce que quand on a une sécheresse plutôt moyenne ou alors une sécheresse très extrême, est-ce qu'on a des effets qui sont divergents? Là aussi, je vous montre les effets globaux. On a plutôt tendance, donc là, quand on descend, on augmente l'intensité de la sécheresse. Donc là, on est à 1 écart-type en dessous de la moyenne, 1,5 écart-type, 2, 2,5 je crois. Et ce qu'on voit, c'est que l'effet, il a plutôt tendance, plus la sécheresse est intense, plus on va avoir tendance à avoir un impact important sur la déforestation. Donc là aussi, ça donne sans doute des indications sur les types de mécanismes qui sont mis en œuvre. Je ne sais pas du tout si je suis en retard, en avance ou pas, peu importe, en tout cas j'ai fini. Ce que j'ai essayé de vous montrer cet après-midi. Alors naturellement, c'est le fait que les chocs météo, c'est un élément important dans un grand nombre de situations dans les zones tropicales et en particulier dans les zones de pays en voie de développement, particulièrement sur les zones rurales naturellement. Avec le changement climatique, naturellement, on peut s'attendre à ce que ces phénomènes soient de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. Que dans ce contexte, s'intéresser à l'adaptation, mais plus généralement aujourd'hui, quand on s'intéresse au changement climatique, on est obligé de s'intéresser à l'adaptation et en particulier aux liens qui existent entre atténuation et adaptation. Les stratégies d'adaptation, elles sont très nombreuses, elles sont très dépendantes du contexte et surtout, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'elles peuvent avoir des impacts très variés sur les changements d'usage du sol. Globalement, ce qu'il faut retenir quand même, et c'est, disons que ça souligne plutôt l'hypothèse d'un effet un peu boule de neige, c'est-à-dire que si on dit que le changement climatique augmente l'occurrence d'événements extrêmes et l'occurrence de sécheresse, si celle-ci a tendance à augmenter la déforestation, naturellement, on a des effets pervers, c'est-à-dire avec changement climatique, adaptation, déforestation, encore plus de changements climatiques, etc., etc. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle. Désolé pour vous. Mais je vais vous laisser sur ce dernier mot quand même. Voilà, merci de votre attention.